9h10 à Tel Aviv, vous êtes sur I24, merci de nous être fidèles. Nous sommes avec Laurent Hatchouel, bonjour. Laurent, notre économiste, et on va justement ouvrir une page éco dans cette édition avec l'Iran. L'Iran qui entend finaliser dans les prochains jours un accord pour acheter 40 avions au groupe français franco-italien ATR, numéro 1 mondial des avions régionaux à turbopropulseur. Ça intervient, cette annonce, après celle des 118 Airbus qui seront livrés dans les 4 prochaines années. Laurent, c'est un succès français ou un succès pour Airbus, ces commandes? C'est la grande question. C'est surtout le succès d'Airbus qui se confirme. Airbus, le grand concurrent de Boeing. C'est le succès de l'avion qui promet des économies d'énergie à peu près 15%. C'est aussi le succès commercial mené par son leader, son directeur commercial américain, le truculent John Leahy, qui a mis en place une stratégie qui mise sur le long terme. Il avait mis en place cette stratégie avec EasyJet. Il a misé sur la compagnie EasyJet, donc il a donné des rabais importants lors des premiers contrats. Il a leadé ces négociations. Il a remporté au nez de Boeing ce contrat en misant, une fois de plus, on pense que l'Iran va avoir besoin de beaucoup plus il doit renouveler toute sa flotte aérienne. Ils vont avoir besoin de beaucoup plus. Donc, ils ont accordé des gros rabais pour les premiers contrats en échange de promesses que l'Iran va continuer d'acheter des Airbus. Donc on va avoir des contrats Airbus qui vont se renouveler dans les prochaines années avec l'Iran. Voilà, un succès pour Airbus. Donc on va parler à présent d'un salon qui se tient en ce moment même. Machine à lifter, injection de produits tonifiants, prothèses. Le marché mondial de la chirurgie esthétique est en pleine expansion. Son chiffre d'affaires annuel, tenez-vous bien, 7,5 milliards d'euros. En croissance donc, Laurent, de 8,5% en 2015. Plus d'1 million de Français y ont déjà eu recours. C'est un marché super florissant. C'est un marché super florissant qui en plus profite des nouvelles technologies parce qu'il y a énormément de blogs, de sites internet. Ils se sont modernisés tout de suite. Le business anti-âge, ça va un peu de pair avec la société de consommation qui veut que tout le monde soit beau, tout le monde soit jeune, tout le monde soit en forme. C'est un business qui a beaucoup d'avenir devant et qui représente énormément d'argent. Et qui profite en plus de cette nouvelle technologie pour très bien communiquer sur le net. Voilà, un business en devenir. Un business en pleine expansion, et puis ça va également, on en parlera plus en détail tout à l'heure, avec ce nouveau visage dont on veut parler dans la société en France notamment, avec cette nouvelle Barbie qui est sortie. Elle est un peu plus en rondeur et elle va, on l'espère en tout cas, remonter les ventes de Mattel. On espère les ventes de Mattel qui sont en baisse depuis à peu près 3-4 ans. Barbie, c'est un énorme succès. Plus d'1 milliard de Barbie vendus depuis plus de 60 ans dans 150 pays. C'est intéressant parce que c'est un jouet traditionnel qui lui aussi fait face un peu à la montée des jouets nouvelles technologiques et notamment de l'iPad, des jeux sur iPad. C'est en première ligne et c'est pas étonnant de voir les Barbie qui a un succès depuis plus de 60 ans commencer à décliner face à la nouvelle technologie. Et à s'adapter au goût du jour. C'est Julia Galancia qui viendra nous en parler dans quelques instants. Laurent, on va à présent se concentrer sur Thomas Fabius, le fils du ministre français des Affaires étrangères. Laurent Fabius, il a été mis en examen vendredi pour faux et usage de faux, pour des faits présumés en lien avec sa passion pour les casinos. Il a en outre été placé sous le statut de témoin assisté pour escroquerie, blanchiment, de fraude fiscale, abus de confiance, abus de biens sociaux. Pour en parler, nous sommes en ligne avec Christian Mallard. Christian, bonjour. Alors, bonjour, on annonce Fabius partant du Quai d'Orsay, Laurent Fabius partant du Quai d'Orsay en février. Est-ce que ce départ, il accélère le calendrier judiciaire du fils, Thomas ? Non, pas forcément. Je voudrais dire deux choses. D'abord, ce n'est plus un secret, vous avez raison. Laurent Fabius devrait quitter le ministère des Affaires étrangères courant février, première moitié de février, dit-on même, après un remaniement gouvernemental que va opérer François Hollande. Alors, il devrait prendre la succession de Jean-Louis Debré à la présidence du Conseil constitutionnel, et je tiens à vous dire que son initiative sur une énième conférence sur la paix au Proche-Orient qui a fait couler beaucoup d'encre pendant le week-end, c'est une façon pour lui
de laisser son empreinte sur la politique étrangère de la France, la politique proche-orientale en particulier, et de rappeler que François Hollande, qui se sent des ailes de facilitateur, veut être omniprésent pour tout ce qui touche à l'actualité au Moyen-Orient. Alors maintenant, je ne crois pas qu'il faille lier l'affaire de Thomas Fabius, celle de son fils, au calendrier de la justice qui est en train de suivre son cours. Thomas Fabius, c'est vrai, risque gros, mais en aucun cas, naturellement, Laurent Fabius n'est responsable du comportement de son fils. Je crois qu'il y aura même au sein du gouvernement français d'autres enfants de ministres, je crois qu'il y en a 2 ou 3 à ma connaissance, qui ont des démêlés avec la justice, mais en aucun cas, comme je l'entends dire ça et là à Paris, le ministre français, Laurent Fabius, est responsable des agissements de son fils. C'est un adulte, comme le sont d'ailleurs les autres enfants de ministres dont je vous parlais à l'instant, qui sont tous des adultes. Merci beaucoup Christian pour ces explications. Alors Laurent, les parents pas responsables des actes des enfants, en tout cas pas dans ce contexte et au gouvernement. Non, bien évidemment pas responsables. Les démêlés ont commencé en 2013 lors de l'achat de cet appartement de 7 millions d'euros qui avait fait beaucoup de bruit, donc toujours sous enquête. C'est un peu... la seule présomption qu'il peut avoir, c'est est-ce que Laurent Fabius peut... intercéder pour aider son fils qui est sous mandat. Il y a un mandat d'arrêt contre lui qui est mené aux États-Unis, notamment pour des pertes dans des casinos à Las Vegas. C'est juste la toute petite question, mais évidemment, on n'est pas responsable pour les actes de ses fils, de ses enfants. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir été avec nous ce matin. On va passer à le présent, l'actualité en bref et en images. 2 terroristes ont poignardé dans le dos et légèrement blessé un jeune de 17 ans à côté de la porte de Damas. Ça s'est passé donc à Jérusalem hier soir. L'un des terroristes s'est rendu seul aux forces de sécurité. L'autre est toujours recherché. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a déclaré hier qu'il était inquiet suite aux récentes déclarations de la direction du Hamas à Gaza, indiquant son intention de poursuivre la construction de tunnels et les tirs de roquettes sur Israël. Il a ajouté qu'après 3 conflits majeurs au cours des 7 dernières années, la population de Gaza et le peuple du sud d'Israël méritent une chance pour la paix et le développement. Dans le même temps, le chef du mouvement islamiste à Gaza, Ismaël Haniyeh, s'est quant à lui dit prêt à une nouvelle guerre avec Israël. Et puis, Daesh met de nouveau en scène un djihadiste francophone pour sa propagande. Le groupe a mis en ligne hier une vidéo d'exécution par balle dans laquelle un bourreau cagoulé profère en français des menaces contre les mécréants et mentionne les attentats de Paris. Ils sont près de 400 installés dans un bidonville insalubre aux portes nord de la capitale française. Les Roms de la petite ceinture qui redoutent une expulsion dans les jours ou semaines à venir s'accrochent à leur ambitieux projet de relogement synonyme pour eux d'une vie normale. Regardez. Porte de Clignancourt au nord de Paris. Quelques 400 Roms et Roumains sont installés depuis le mois de juin sur ces rails inutilisés de la petite ceinture. Un camp en sursis. Une décision de justice a ordonné son évacuation imminente. La grande majorité des habitants du campement sont en France depuis au moins 6 ans. Quelques enfants vont à l'école et parmi les adultes, certains travaillent, comme Petrou, employé en CDI dans le bâtiment. Il dénonce les clichés qui collent aux Roms. Les autorités ont dit voilà, c'est Rome, il y a des voleurs, il y a des... Il ne veut pas travailler. Bah oui, on veut travailler mais on n'a pas de chance. Bénévole du collectif Rome Paris, André Fégelès vient régulièrement leur apporter son soutien. Ils en ont assez de ce genre de système où effectivement le seul moyen qu'ils ont de rester en France, c'est quand un bidonville est détruit, d'en construire un autre. Les habitants du camp, aidés d'architectes, ont soumis à la mairie de Paris un projet de construction de maisonnettes modulaires. Ils demandent à la ville un terrain et un délai supplémentaire pour pouvoir le réaliser. Si il va donner un délai de 2 mois, on peut finir notre projet et après on construit de petites maisons en bois. Comme ça, c'est une vie normale. La mairie de Paris affirme étudier le projet, mais souligne qu'une éventuelle réalisation prendrait bien plus que 2 mois. Les habitants du camp ont prévu d'aller manifester lundi devant la mairie du 18e. Allez, on reste en France et on parle à présent avec Virginie d'Alain Juppé qui fait la course en tête dans les sondages à la primaire à droite et qui engrange ses premiers aliments.
Oui, effectivement, à 9 mois de la primaire, ça ne se bousculait pas au portillon. Très peu de ralliements officiels pour les candidats en lice. Eh bien, c'est chose faite avec l'élu parisien Pierre-Yves Bournazel. Il est l'homme de la situation, c'est ce qu'il dit sur Alain Juppé, capable de battre les deux impasses que sont François Hollande et Marine Le Pen. Il réformera en homme libre qui ne sera pas tenu à sa réélection en 2017. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. Alors, Pierre-Yves Bournazel, ce n'est pas un poids lourd de la politique nationale, mais c'est un pilier de la droite parisienne. Et ce premier ralliement va certainement en appeler d'autres. Vous le disiez tout à l'heure, Alain Juppé devance largement Nicolas Sarkozy dans les sondages à la primaire. Il engrangerait 38% d'intention de vote contre 29% pour l'ancien locataire de l'Élysée. Alors Alain Juppé a 70 ans. Il est devenu en quelques mois le champion, j'ai envie de dire, des jeunes électeurs de droite. Oui, sur Twitter, sur Facebook, l'histoire est belle. Ils ont entre 18 et 30 ans. Ils ne se souviennent pas d'Alain Juppé. Pour eux, c'est le maire de Bordeaux. Il n'a jamais été à Matignon. Ils ne connaissent pas les grèves de 95. Ils ne connaissent pas la dissolution ni les Juppettes. Ils en sont persuadés. Alain Juppé est l'homme de la situation. Il peut l'emporter en 2017. Pour paraphraser Jacques Chirac, il le pense aussi. C'est le meilleur d'entre nous. Et si on parle beaucoup des jeunes autour d'Alain Juppé, le maire de Bordeaux, c'est que l'âge est finalement le talon d'Achille de ce candidat, celui qui fait la course en tête. Il a 70 ans contre 61 pour Nicolas Sarkozy, 62 pour Alain Fillon et 48 pour le petit Bruno Le Maire qui est tout jeune. Le 15 janvier dernier, ils étaient tous réunis. Alain Juppé était avec Manuel Valls à Bordeaux pour les vœux. Et regardez, petite incursion de l'âge dans le débat politique avec un sourire. Regardez. Bien écouter votre remarquable DRH. Il a dit à un moment donné que la relation entre l'apprenti et le tuteur, l'apprenti et le maître d'apprentissage, ce n'était pas une question d'âge. Je trouvais ce propos intéressant. J'ai pensé qu'on pouvait le transposer dans d'autres secteurs d'activité. En tout cas... Voilà Alain Juppé qui a lancé une grande consultation sur les attentes de la jeunesse via son site internet Juppé 2017. Hier, 500 personnes l'ont rejoint dans un pub du 18e arrondissement, son ancien fief parisien. Il était en tenue décontractée pour discuter avec les jeunes. Il a fait une ode à la diversité. Cette diversité de vos origines, de vos religions, de vos orientations sexuelles, je veux la respecter. Il ne faut ni la nier, ni la combattre, a-t-il affirmé sous les applaudissements. Et puis voilà, la valeur n'attend point le nombre des années, c'est ce que dit l'adage, alors pourquoi ne pas l'appliquer à Alain Juppé? Merci beaucoup Virginie d'avoir été avec nous ce matin. On va se concentrer à présent sur une autre actualité, le festival de la bande dessinée que l'on ne présente plus. Il s'agit de celui d'Angoulême qui se termine aujourd'hui. Le point en image. Le public est au rendez-vous pour la 43e édition de la fête de la BD. Ici, on peut rencontrer des auteurs qu'on ne trouve pas ailleurs, qu'on ne peut pas rencontrer ailleurs. Et moi, je viens de l'Est de la France, donc on est assez, on va dire, entre guillemets, pauvres en festival BD chez nous. Donc ici, on rencontre vraiment des auteurs d'autres pays, des Américains, des Espagnols qu'on ne trouve pas facilement en librairie, quoi. Le festival est également influencé par l'actualité violente. 145 dessins d'enfants envoyés à Charlie Hebdo après les attentats sont exposés. Ça représente un mec qui pleure quand il voit Charlie Hebdo en train de se faire attaquer. Le but de l'initiative, portée par l'association Dessiner, Créer, Liberté, sensibiliser les visiteurs, notamment les plus jeunes, à des thèmes comme le terrorisme, le racisme et la tolérance. Dès le 8 janvier, à la rédaction de Charlie Hebdo, nous avons reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines de dessins qui sont devenus des centaines, qui sont devenus des milliers, qui sont devenus 10 000, plus de 10 000 dessins. Expression de cette jeunesse qui affirmait des choses, qui posait des questions, qui étaient heurtées, bien sûr, choquées, qui prenaient le chaos du monde de plein fouet. Et on s'est dit qu'il fallait absolument restituer cette parole-là à travers ces dessins et répondre à leurs questions. Une initiative qui rencontre un certain succès auprès des jeunes. C'est plus facile de dessiner que de donner des mots parce qu'il y a des mots qu'on n'arrive pas à exprimer et dans le dessin, on peut le faire. L'association devrait par la suite exposer dans une dizaine de villes en France. Voilà, et cette année, notez que c'est un Américain de talent qui a reçu le prix du meilleur album, Richard McGuire, pour son album Ici. Et puis notez également la dessinatrice tunisienne Nadia Kiari qui a reçu hier au Festival Off de la BD d'Angoulême un prix récompensant le courage artistique d'un auteur. Voilà, ce festival qui se termine aujourd'hui. On va se quitter pour un nouveau point sur l'info. Restez avec nous puisque nous serons en ligne juste après avec
ce metteur en scène de Michel Drucker, le plus populaire des animateurs de télévision, qui est sur scène. Il était vendredi pour sa première, la première de son One Man Show sur scène à Passé, c'est près de Rennes. Et vendredi, Laurent Ruquier est venu pour l'encourager, en juger par les salves d'applaudissements qui sont montées de la salle. Son spectacle a tenu ses promesses. 600 téléspectateurs qui ont assisté vendredi soir à la première de Michel Drucker pour son One Man Show, donc intitulé Seul avec vous. Nous serons en ligne avec Steve Suissa, le metteur en scène de Michel Drucker. À tout de suite.